termine avec ça. Essaye de rester. Oui, je termine avec ça. Alors, il y a des questions qui sont attendues sur la finance climat dans le futur et qui seront sûrement débattues lors des prochains COP. Donc, il y a beaucoup de questions. Alors, comment encadrer la montée en puissance des financements des pays développés vers la cible des 100 milliards de dollars? Quels sont les jalons sur lesquels on doit intervenir en termes de gouvernance, en termes de décaissement? Parce que c'est des montants qui sont assez conséquents. Comment clarifier le périmètre de la finance climat et proposer des outils de mesure de l'effet de levier sur les fonds privés? Parce qu'on a besoin plus de gérer une bonne combinaison avec les fonds privés. Donc, c'est pourquoi, quels sont les outils qu'on a pour pouvoir avoir un effet de levier positif sur les fonds privés, qui donne certaines, comment optimiser la distribution entre pays en développement? Est-ce que c'est quels sont les critères pour prioriser cette transmission des fonds financiers? Comment arriver à une distribution plus équilibrée? L'atténuation, l'adaptation. Parce que l'atténuation, c'est à court terme, l'adaptation est à long terme. Lorsque j'agis sur le court terme, je suis dans l'atténuation, je réduis. Mais lorsque j'agis sur des coûts de financement de l'adaptation, je suis sur le long terme. Comment combiner entre le financement court et moyen terme? Comment assurer une grande transparence dans la finance climat? Plusieurs acteurs, plusieurs intervenants, Est-ce que les critères qui sont actuellement, ils sont assez exhaustifs pour être dans une transparente complète? Comment aider les pays en voie de développement à dépasser la complexité des procédures d'accès? Je sais, oui, il y a énormément de procédures administratives, même avec ces fonds. Maintenant, comment les dépasser? C'est ce qui va être. D'ailleurs, lorsque j'ai discuté avec les entités qui sont accréditées au Maroc, ils parlent que les critères de fonds verts, ils sont très, très contraignants. Donc, ce qui ne leur permet pas d'être. Il faut beaucoup d'études pour à la fin. Donc, là, il y a certains critères qui sont assez contraignants pour catalyser, pour assurer une certaine vitesse de mobilisation de fonds. Et puis, comment assurer un prix plancher pour les crédits carbone résultant de projets politiques d'atténuation réalisés dans le pays en développement, étant donné que le crédit carbone il commence à se structurer à l'échelle internationale, c'est l'avenir qui va donner un stimulus pour faire de l'investissement dans des techniques, des technologies, des process et des procédés sobres en carbone. Je vous remercie. Merci Saadil, merci pour cette intervention très claire. Donc, je donne la parole aux participants pour une quinzaine de minutes. S'ils ont donc des questions, sachant que la présentation, on va l'envoyer juste après cette réunion. Et s'ils ont d'autres questions, M. Adil Yousfi est disposé à répondre durant la semaine. Donc, si vous avez des questions maintenant à chaud, donc tfadlou, les collègues. اللي بغى ياخذ الكلمه يدير هذيك لا main, petite main. سعاد إبراهيمي تفضلي. Bonjour. Je vous remercie, Monsieur Yousfi, pour la qualité de la présentation. J'ai quelques questions. La première est sur le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre et l'application de la finance climat, du moment que la question des changements climatiques ne concerne pas seulement le niveau national, mais aussi exige une mobilisation et un engagement au niveau territorial. La deuxième est aussi quelles sont les possibilités des financements au niveau local. La deuxième question concerne l'apport de la finance climat dans le domaine de la recherche et développement et plus spécifiquement dans la recherche scientifique. La troisième question, je demande plus de clarification sur l'instrument financier des equities ou les capitaux propres et sur leur mode de fonctionnement et sur son application. La quatrième question concerne l'apport de la finance climat dans la dimension de la coopération sud-sud. Parce que durant votre exposé, la dimension coopération nord-sud est bien claire, notamment lorsque vous avez parlé de la contribution des pays développés
Donc, je veux savoir quel est l'apport de la finance climat dans la coopération sud-sud. Et ma dernière question concerne les instruments juridiques et réglementaires accompagnant la finance climat. Est-ce qu'elles sont développées par les organisations et les instances internationales ou elles sont développées au niveau national, tenant compte du contexte et des spécificités de chaque pays, et quelles sont les entités ou les organismes responsables de la réalisation ou le développement de ces instruments juridiques et réglementaires? Merci. Merci Souad. غادي نجمعوا واحد 3 ولا 4 questions سي عادل عاد جو دون لا بارول. واخا سي فغي كاين 5 questions déjà. وكاو باش تجمع لونسومبل. ياك بون باقي واحد 2 questions. سي القومي تفضل. Bonjour tout le monde. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci Monsieur Adil pour la présentation riche en informations et notions concernant la finance climat. En fait, j'ai 2 questions concernant la finance climat. La première, quels sont les principaux enjeux et obstacles à la mobilisation des financements concernant le climat pour les gouvernements? Et la deuxième question, comment la finance climat peut contribuer aux objectifs du développement durable? Et merci. Merci c'est القومي. C'est Didi Khalid. Bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Adil, pour cette présentation assez intéressante et très riche en termes d'informations. Moi, je vais juste revenir sur l'aspect qui concerne les instances accréditées par le Fonds du climat au niveau du Maroc. Et j'aimerais juste savoir davantage, en fait, quels sont les critères d'accréditation pour bénéficier du Fonds du climat, quelles sont les procédures en fait entamées par ces instances pour bénéficier de l'accréditation et quels sont vraiment les niveaux de difficulté pour les entreprises marocaines ou bien pour les structures marocaines pour avoir cette accréditation. Est-ce qu'on peut avoir juste une idée sur le montage de dossier, comment on peut le faire? Est-ce qu'il y a déjà des exemples sur lesquels on peut se baser pour avoir une idée? Merci. On termine par Siti Jani avant de donner la parole à d'autres participants. Tfadal Siti Jani. Alors, merci Monsieur Adil pour cette présentation. J'ai une petite question en relation avec la transparence sur les risques. Est-ce qu'on peut parler des instruments pour rediriger l'épargne de long terme vers la transition bas carbone? Et merci. Si vous pouvez reprendre la question de l'Aïkhlik. Allô? Tijani, la question oui, bien sûr. Alors, en relation avec la transparence sur les risques, est-ce qu'on peut parler des instruments pour rediriger l'épargne de long terme vers la transition bas carbone? Et merci. Très bien. Alors, tout d'abord, je vous remercie de la qualité de vos questions. Hein. Je vous Monsieur, remercie. si vous permettez, parce que je n'ai pas la main pour poser la question, donc je me suis dit qu'il faut rester jusqu'à la fin pour la poser, si vous le permettez. Très bien. Je connais la main. Madame Njem Ibtissem, oui, non? Oui, exactement. Donc, tout à l'heure, vous avez dit que pour pouvoir attirer des montants importants de la finance climat, il faut être accrédité par le Fonds vert. Et donc, au Maroc, il y a déjà 3 établissements accrédités et 10 autres qui sont prêts à être accrédités. Sauf que le marché marocain, donc, il est un petit peu, donc, vous avez dit petit, et donc, on a limité les établissements accrédités à 3. Est-ce que les autres 10 établissements ne peuvent pas profiter des dotations financières offertes par le Fonds vert pour réaliser des projets à l'extérieur du Maroc, ou bien elle est sujette à une limitation géographique? Et merci beaucoup. Merci, Madame Tissam. Oui. Merci. Je vais organiser ça.
Bien. Alors tout d'abord, je vous remercie. Je vous remercie. Donc, la qualité de vos questions me rassure. Me rassure dans la mesure que, me rassure parce que vous avez bien suivi le déroulé de cet atelier. Là, ça me fait plaisir. Là, sincèrement, les questions sont très pertinentes. Et c'est des questions qui relèvent, je dirais, d'une bonne connaissance, je dirais, du finance-climat, ce qui me donne le plaisir, je dirais, de continuer, je dirais, cette aventure avec vous à travers les autres actions de formation, Inch'Allah, mois de septembre. Alors, je commence par la question de Souad. Bien, il a posé 5 questions. Alors, effectivement, lorsque j'ai parlé de la finance-climat, j'ai parlé de volet local, régional, de volet national et transnational. Effectivement, les collectivités locales, actuellement, en 2019, le budget alloué par l'État aux collectivités locales, dans le cadre des activités propres des collectivités locales, des régions, c'est aux alentours de 8 milliards de dollars, 8 milliards de dirhams, d'accord, en 2019. Ce montant, il va augmenter pour atteindre, pour plus d'autonomie, et dans le cadre de la régionalisation avancée, il veut atteindre en 2021-2022 20 milliards de dirhams. Ça veut dire que c'est des montants qui sont très importants. Les collectivités locales, comment ils fonctionnent? Dans le cadre du développement territorial, il intervient à travers le PDR, le plan de développement territorial, qui coïncide avec les 5 ans du montant des élus régionaux. Donc je vous donne un petit peu le développement territorial, comme ça vous permet comment ils vont intervenir. Donc, l'élection du conseil régional, la première des choses qu'il travaille, il travaille sur le PDR. Et il priorise ce qu'on appelle ses projets. Effectivement, moi, j'ai travaillé dans des régions. Il faut dire que la notion de changement climatique n'existe pas, sauf dans des projets, par exemple, de traitement des eaux usées qui s'inscrivent dans les missions classiques du conseil régional. Mais il n'y a pas d'ingénierie, pour pouvoir s'ouvrir sur des investissements sobres en carbone, qui leur permettent éventuellement de drainer des investissements étrangers. Maintenant, c'est vrai, c'est la première expérience de la régionalisation avancée. Les 12 régions viennent d'être créées. Bon, on peut dire ça. Mais il y a cette possibilité. À travers le potentiel, il y a cette possibilité qu'ils puissent passer à travers les agences et les organismes qui sont accrédités. Et ça, c'est très important. Soit sont dans le cadre de la coopération bilatérale. Ils peuvent intervenir à travers des organismes bilatéraux pour promouvoir, je dirais, tout ce qui concerne les financements climatiques. Ça veut dire que la réponse, oui, il y a énormément de possibilités et de potentiel pour financer le financement climatique à l'échelle des collectivités territoriales. Donc ça existe. J'ai parlé du mécanisme, j'ai parlé de comment. Oui, c'est possible. Et l'État, il a donné ce qu'on appelle, dans le cadre de la régionalisation avancée, il a donné ce qu'on appelle les compétences propres des régions. Il y a ce qu'on appelle les compétences propres et les compétences déléguées aux régions. Les compétences propres, chaque région, il a le plein pouvoir pour décider sur ces aspects. Donc, on a besoin de ça. Le problème qui existe, c'est le manque d'information. D'ailleurs, la 4C, il a lancé un appel d'offres pour accompagner 2 régions pour relever les compétences en matière de changement climatique pour, in fine, dans leur planification, dans le cadre de leurs compétences propres, intégrer des projets au changement climatique ou du moins promouvoir le changement climatique, promouvoir des industries qui sont sobres en carbone pour pouvoir donner une impulsion positive. Donc, ils ont cette possibilité. Deuxième point, la recherche en développement. Oui, on a besoin de la recherche appliquée, on a de la recherche fondamentale au changement climatique. On a besoin de la recherche. Lorsque je prends par exemple l'agriculture, les variétés résistance à la chaleur, c'est de l'INRA, c'est l'institution de recherche agronomique. Donc j'ai besoin de variétés qui sont résistantes à la sécheresse, résistance aux inondations, résistance aux tempêtes qui vont devenir assez fréquentes. Ça veut dire que j'ai besoin de la recherche. La recherche, d'ailleurs je ne cesse de le dire, la recherche dans les procédés, la recherche dans les processus, la recherche dans les techniques, la recherche dans les technologies. Tout ça, j'en ai besoin. D'ailleurs, le problème maintenant, ce qui se passe, tout ce qui est font de l'énergie solaire, c'est l'avenir, c'est d'avoir
une capacité de captation très très forte des énergies solaires. C'est ça l'avenir. En matière de gérer des voitures électriques, j'ai besoin de la recherche dans des batteries qui sont plus performantes, qui vont donner plus d'autonomie aux voitures électriques. C'est fondamental. J'ai besoin des deux, de la recherche appliquée et de la recherche fondamentale. Ce sont des leviers qui, même en économie, par exemple, en économie, en modèle économique, il y a un modèle coût-bénéfice, il y a le modèle coût-efficacité, il y a les modèles hybrides, et j'ai besoin des recherches dans ce sens. Parce que les hypothèses de travail de chaque modèle économétrique en matière de changement climatique, j'ai besoin d'une certaine mise à niveau à travers les projections futures. Je parle des changements économiques. Parce que les meilleurs modèles économiques qui existent au monde, à travers les recherches, ils ont une projection sur 20 ans, sur 30 ans, disons sur 20 ans. Les meilleurs modèles économiques en termes de recherche économétrique. Alors que les finances climat, j'ai besoin d'une projection sur 40 ans, sur 50 ans, sur un siècle. D'accord? Donc, ça veut dire même dans la recherche économétrique du changement climatique, j'ai besoin de plus, de travail et de recherche pour pouvoir prédire d'une manière le plus près possible quelles sont les conséquences d'une augmentation de 1 degré, de 2 degrés, de 3 degrés, de 4 degrés. Donc, voyez l'importance de la recherche. Aussi, en finance climat, c'est une discipline assez récente. Comme je l'ai expliqué, c'est assez récent. Donc, c'est des choses que j'ai besoin énormément de recherche. Sur le plan technique que sur le plan économique et financier. Donc ça, c'est des éléments. Donc, pour répondre à votre question, oui, normalement, la recherche en développement et la recherche appliquée doit constituer un pilier fondamental qui va nous permettre, de donner au changement climatique une dimension scientifique. On a besoin de scientifiques. On a besoin, on a besoin des hypothèses qui sont plausibles, des hypothèses sur lesquelles on va bâtir l'économie de demain. On va bâtir l'économie de demain, on doit savoir les hypothèses qui sont quel est le best case, medium case, worst case. Au moins avoir ces scénarios, ce qui nous permet aux décideurs publics, aux décideurs privés, la Convention cadre des Nations Unies, globalement, de positionner à quel niveau on a besoin de financement. Quel est le besoin exact? Vous vous rappelez, dans ma présentation, j'ai fait sur le besoin, point d'interrogation. Il y a beaucoup de questions sur le besoin, parce qu'on ne sait pas réellement. C'est vrai, il y a des tentatives des économistes, je parle de Stern, pour pouvoir, même de groupes, des experts sur l'évaluation climatique, c'est vrai, c'est des tentatives. Mais c'est pourquoi on a besoin toujours de recherche, que ce soit par rapport aux mesures d'adaptation, des mesures d'atténuation, que de mesures gérées pour prédire les effets néfastes et les effets économiques des changements climatiques pour gérer le siècle prochain, ou plutôt gérer les années à venir. Donc oui, on a besoin de les equity, mode de financement. Alors ici, l'equity c'est quoi? C'est la participation, parce que dans l'equity, je participe dans le capital de la société. Moi, je suis une société, j'investis mon capital, donc j'ai besoin de capital. Avec le capital, une partie, je peux, par exemple, c'est des fonds propres, c'est ma contribution personnelle, ou une contribution que je le prends. Maintenant, les différents modes de l'utilisation de cette equity, vous avez, ça dépend, je dirais, des banques, ça dépend des fonds, il est très variable. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, qu'il y a ce qu'on appelle de l'equity permanent. Il va dire ainsi dit, vous avez un projet sur 20 ans, je vais participer avec vous sur l'equity jusqu'à infini, ce qu'on appelle participation infinie. Toujours, je serai partie prenante avec toi dans la participation de capital. Kane, c'est la même chose que le capital risque, capital investissement. Kane qui dit là, je vais participer avec toi, avec les équités, mais avec un taux préférentiel. Maintenant, j'ai droit à plus de dividendes. Donc, il y a ce qu'on appelle l'équité conditionnée. Donc, ça, c'est un autre type. Là, je suis en train de parler de la finance de marché. Donc là, c'est des équités qui sont conditionnelles. Aussi, il y a des équités conditionnelles qui disent que moi, je vais participer avec vous dans le capital sur 10 ans. À partir de la 10e année, je vais vendre mes parts. Donc là, c'est des équités qui sont conditionnelles.
Donc, voilà les différents instruments d'equity qui peuvent être utilisés. Mais généralement, pour le fonds vert, il utilise des equity stables parce que c'est des projections de financement à long terme. 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, c'est des equity qui sont plus ou moins classiques. Les conditionnels, j'ai une approche mercantiliste. Donc, mais ça dépend dans les projets, ça existe. Qu'est-ce qu'il existe dans l'instrument equity? Il y a ce qu'on appelle les green bonds. Alors, les green bonds, les social bonds, les sustainability bonds. Alors, ce sont des instruments financiers qui peuvent être, moi, sont des obligations. Ce sont des obligations, ce ne sont pas de l'equity principale. Ce sont des obligations, mais qui peuvent être converties en capital. Donc ça, ce qu'on appelle les green bonds, social bonds, sustainability bonds, qui sont des obligations d'origine, mais qu'après certaines années, ils peuvent être convertibles en participation en capital. Donc voilà les différents qui existent. Au Maroc, on parle de green bond, c'est vrai, on va le voir dans le prochain séance, mais jusqu'à maintenant, au total, on a 5 émissions de green et social bond pour un montant de 4,1 milliards de dirhams. Donc ça va, ça existe au Maroc, si on va voir les différents green bonds, les social bonds, society bonds, les modalités de dialogue. Ça, c'est finance de marché qu'on va voir, Inch'Allah, dans le prochain cours. Les instruments, le 5e point, les instruments juridiques développés national et instruments institutionnels. Alors, effectivement, le Maroc, comme je l'ai dit, le Maroc, il a pu mobiliser avec 800 millions de dollars d'investissement, c'est qu'il a une ossature institutionnelle forte. Donc, les instruments réglementaires qui sont assez. On a des taxes sur tout ce qui est déversement de l'eau, on a la taxe sur les voitures qui sont au-delà de 5 ans, de 10 ans, etc. On a une ossature, je dirais, institutionnelle qui est assez garnie. Donc, assez garnie. On a, ce que je viens de dire, que pas mal, je dirais, d'instruments juridiques réglementaires sont déjà mis en place. D'accord Par exemple, la stratégie nationale de développement durable, il a plus ou moins, c'est du réglementaire, c'est pas du législatif, mais il a une force pour tous les, parce que il y avait un consensus entre les différents ministères, il a une force pour que tous les ministères puissent un petit peu suivre. Il y a les communications. Là, on est en train de préparer la 4e communication. Plus ou moins, il fait un diagnostic global des États à l'échelle de la nation de tous les efforts qui ont été consentis et les lacunes relatives au changement climatique. Et le Maroc, il est assez, il fait gérer de ses communications un levier très très important pour communiquer sur tout ce qui est les efforts qui sont consentis sur ça. Donc, ça veut dire que il y a sur le plan institutionnel, je crois qu'on est un bon élève, ce qui nous a permis de mobiliser pas mal de fonds publics pour tout ce qui concerne le financement des projets au changement climatique. Je crois que Souad, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Bien, alors je passe à la question de Segoumi. Alors, quels sont les principaux obstacles pour la finance climat? Alors, il y en a, à ma connaissance, il y en a 5. Il y en a 5. Alors, il y a le premier, c'est informationnel. Donc, l'obstacle informationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication sur ça. Il faut le dire, il y a beaucoup de, je dirais, les gens, par exemple, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une très bonne initiative de 4C, c'est très important de communiquer sur ces aspects de changement climatique. En termes techniques, en termes financiers, en termes économiques, ça permet de remonter la prise de conscience et aussi la capacité et la compétence des décideurs de demain sur l'utilité de rehausser le volet à travers l'information. Et ça doit commencer dès le jeune âge. Hein? Lorsque j'ai dit de l'information, ça doit commencer, je dois communiquer sur ça. Pour que lorsque la personne arrive à l'âge adulte, il est très imprégné par tout ce qui est, je dirais, les bons comportements en matière de changement climatique. Il y a ce qu'on appelle les obstacles techniques et technologiques. C'est ce que je viens d'expliquer. Les obstacles techniques et technologiques nécessitent un investissement en recherche-développement qui est très conséquent, très fort. Pour arriver à voiture électrique, il y avait énormément d'investissements. Donc, j'ai besoin de subventions, j'ai besoin de dons. Donc, pour pouvoir faire la promotion de ces procédés, j'ai besoin d'un appui public en matière financière pour pouvoir aller dans des technologies avancées en matière de changement climatique.
Donc, l'obstacle technique et technologique, il est très important à le surmonter à travers des financements. Il y a l'aspect, les instruments financiers. Les instruments financiers, il n'y a pas tous les pays qui ont une certaine mise à jour des instruments financiers. Lorsqu'on parle de Green Bond, Social Bond, Société Bond, l'émission au Maroc, c'est à partir de la réglementation, c'est 2016. Dans d'autres pays, ils ne connaissent pas les instruments. C'est vrai, le Green Bond, Social Bond, c'est une nomenclature internationale. C'est vrai, le Maroc, et ça, c'est l'effort qui a été consenti par le secteur financier marocain, les banques, les assurances, les marchés de capitaux, les groupements professionnels des banques, le groupement professionnel des assurances, pour créer une feuille de route du marché financier marocain pour promouvoir le développement durable, notamment tout ce qui est changement climatique, à travers des instruments financiers. Donc, ça veut dire que les instruments, l'obstacle d'instruments financiers aussi, c'est très important. J'ai besoin d'instruments pour pouvoir financer le changement climatique. Si je n'ai pas ces instruments, donc je ne peux pas financer. Donc, même le Maroc, qui dit sur la finance climat, il est très avancé. Donc, c'est des instruments qui sont en 2016. Et jusqu'à maintenant, il n'y a que 5 émissions, qui est le Mazel, qui est la BP, qui est la BMCE, qui est l'Umran. Alors, l'Umran, il a fait ce qu'on appelle Green et Social Bond, de 500 millions de dirhams. Green et Social Bond, c'est des montants qui sont destinés pour financer les social bonds, l'habitat, les habitats à revenus modérés, et aussi pour développer des procédés, je dirais, dans les villas, pour financer dans les villas, donc la Haute-Sandine, ces procédés qui respectent tout ce qui concerne l'environnement à travers tout ce qui concerne l'énergie propre, l'énergie solaire, des procédés, je dirais, dans les bâtiments. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que l'obstacle financier constitue un élément très important pour drainer les contraintes institutionnelles, ou je peux dire réglementaires. Aussi, ça constitue une contrainte. La contrainte réglementaire, il faut le comprendre de deux sens. Déjà, on n'a pas mis une réglementation, d'accord? On n'a pas mis en réglementation, parce que déjà la finance climat, c'est assez récent. Donc, même le process, donc tout ce qui concerne le changement climatique, les adaptations, c'est assez récent. Donc, on n'a pas mis d'arsenal juridique, législatif et réglementaire pour accompagner, pour stimuler, que ce soit les finances, que ce soit les mesures d'adaptation, que ce soit l'atténuation. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un obstacle réglementaire. Un deuxième obstacle qui est lié à l'aspect réglementaire, c'est les lobbying. Je connais qu'il y a le Parlement, dans le monde. C'est des industriels, c'est des groupes de pression. Il y a les industries actuelles, il faut promouvoir d'autres industries. Donc, les lobbying constituent, je dirais, des obstacles qui essaient de ralentir, et parce qu'ils ont des intérêts, ils ont des subventions. Donc, du jour au lendemain, on dit non, on va aller à ces gens, ils vont aller vers d'autres industries. Donc là, les décideurs qu'on a actuellement dans la plupart des parlements à l'échelle internationale, d'accord, on parle de 30 maintenant, sans donner des exemples, mais tout ça parce qu'ils sont dans une approche qui est différente, parce qu'ils sont menés par des lobbies qui doivent rester dans les industries classiques d'utilisation d'énergie fossile. Donc voilà les principaux obstacles informationnels, juridiques, institutionnels, financiers, informationnels, tout ça sont des obstacles. Et ça dépend de chaque pays. Tant qu'on aura à agir sur ces obstacles, tant que ça nous permet de faire une promotion de la finance climat. Bien, les instances qui sont accréditées, conditions, niveau de difficulté, montage, oui. Alors, pour être accrédité, il y a ce qu'on appelle un cahier de charge. Un cahier de charge qui est défini par le Fonds vert, qui est les cahiers de charge. Il y a deux choses qu'il faut retenir. Être accrédité, un cahier de charge qui détermine quelles sont les conditions que vous devez remplir pour pouvoir être accrédité au niveau du fonds vert. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quels sont les instruments que vous pouvez développer. Donc, il y a des éléments qui comptent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, en tant qu'investisseur, vous êtes investisseur, lorsque vous allez sur une agence, un organisme accrédité, quels sont les instruments financiers que vous utilisez. Donc, l'information que vous avez besoin. Par contre, les agences qui sont accréditées, par exemple, le fait qu'ils cherchent à être accrédités, donc il y a un cahier de charge. D'ailleurs, il vient de lancer un appel d'offres dans ce sens pour être accompagné. Il y a un cahier de charge
est très, très volumineux. Donc, vous savez, c'est très, très, très costaud, c'est très carré. Donc, pour remplir à l'ensemble des chartes, des conditions pour pouvoir être accrédité. Tijani, il a parlé de risque. D'accord. Il a parlé de risque, il a parlé de transparence, il a parlé des instruments. Oui, vous savez que la gestion des instruments financiers, il passe sur un élément qui est très important, c'est le risque. Tous les instruments financiers, j'achète une action, c'est que j'ai le risque de baisse du cours de l'action. J'achète une obligation qui constitue un instrument financier, c'est au diapason de l'inversion de la courbe des taux, etc. Donc, il y a énormément de risques qui entachent la décision d'achat d'un instrument financier. Ça, c'est l'élément fondamental. Les instruments qu'apporte la finance climat, c'est de faire baisser le risque. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit? Baisser le coût. Qui dit baisser le coût, c'est à travers la baisse des risques. Le plus connu pour baisser les risques, c'est les garanties. D'accord? Comme je l'ai expliqué, quand il y a une banque qui a un crédit, qui a 10%. Quand j'ai l'équivalent en garantie, qui a 6%. Ça veut dire, pour stimuler la finance climat à travers des taux bonifiés, j'ai besoin des instruments de garantie. Donc, du coup, même le privé, j'ai parlé, le privé doit être stimulé dans ce sens. Même le secteur privé, une fois qu'il a une panoplie d'instruments de garantie, donc il peut se lancer à travers un cofinancement aussi, parce que même le cofinancement, il permet de répartir le risque. Donc, soit j'agis sur les garanties, soit j'agis sur le cofinancement. Le cofinancement, il est prôné par pratiquement tous les fonds. Le fonds mondial de l'environnement, le fonds vert, il prône à tout ce qui concerne la participation dans le capital. Qui dit la participation dans le capital? C'est la participation dans l'investissement. C'est par suite je dirais, la répartition des risques entre les parties prenantes. Le risque qui sera supporté par 3, le fonds vert, la banque qui est accréditée ou l'agence qui est accréditée et l'investisseur. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Donc là, ça donne une certaine... Le problème qu'on a, c'est qu'un investisseur, j'ai un problème de risque. Donc, j'ai quelqu'un qui va supporter avec moi le risque. J'ai un problème de financement. J'ai 2 canaux de financement, le fonds vert, l'international, et j'ai le fonds marocain. Donc, ça, c'est très important. Donc, tout ça sont des choses qui vont permettre de réduire le risque, dont l'objectif de promouvoir, de catalyser l'investissement en changement climatique. Je crois qu'il reste une seule question. La même chose, accrédité, dotation financière pour rester d'autres institutions. Alors, l'accréditation, c'est pour agir à l'échelle nationale. Il n'y a pas international. Donc, l'accréditation, on donne une accréditation dans un espace donné qui est national. D'ailleurs, vous vous rappelez, dans les critères, c'est qu'il doit avoir une certaine adéquation par rapport aux stratégies sectorielles. Même la priorisation se fait par rapport aux projets sectoriels de la nation, du pays. Ça veut dire, in fine, ça doit financer un projet, par exemple, soit le plan Maroc vert, soit le plan Haliotix, le plan émergence industrielle, c'est des choses qui sont destinées de financer des projets qui rentrent dans, je dirais, l'espace du pays. Donc, voilà pour... Et je termine avec une dernière question qui a été posée par Souad. Alors, Souad, il m'a dit, oui, il m'a reproché que j'étais dans une explication nord-sud, pas une explication sud-sud. Je suis tout d'accord avec vous. Alors, par rapport à la finance climat, et pour faire un petit peu la distinction des choses, auquel cas j'ai besoin de coopération sud-sud et auquel j'ai coopération nord-sud. Toutes les coopérations sont bien. Maintenant, il faut l'utiliser à bon escient. Pour le moment, en matière de financement climatique, d'accord, en financement climatique, je suis dans une relation de drainer des financements, je dirais, de l'international vers le pays. Les pays riches qui sont actuellement et interviennent dans le cadre de la coopération à travers des agences, ils sont engagés pour financer des montants. Donc, moi, en tant que pays, le Maroc, pour pouvoir avoir un montant très important, je dois développer des relations de coopération nord-sud pour pouvoir avoir le maximum du financement pour mon pays. Pour la coopération sud-sud, que je la prends dans tous mes écrits, dans toutes mes interventions, c'est l'avenir. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire sud-sud? C'est en termes de procédés technologiques développés dans mon pays. Par exemple, si j'ai développé, je reste dans l'agriculture,
je suis agroéconomiste de formation de base. Si je développe, par exemple, des technologies relatives à tout ce qui est, par exemple, le reboisement, tout ce qui est reboisement pour avoir l'INRA à travers des variétés très résistantes, oui, je peux développer cette coopération à travers le Sud-Sud pour faire une certaine je dirais, coopération dans des procédés qui sont hautement à valeur ajoutée. Même je peux constituer des consortiums pour être dans des technologies à développer. Mais le financement, c'est Nord-Sud. Les technologies, ça peut être du Sud-Sud et il faut le promouvoir. D'ailleurs, le Maroc, dernièrement, dans le cadre du Covid, donc il a une dizaine de pays africains. Ils ont bénéficié, je dirais, de l'expertise marocaine, même du matériel pour lutter contre le Covid dans leur pays. C'est d'ailleurs que la vision du Maroc, de notre pays, c'est de promouvoir la coopération Sud-Sud. Dans le cadre du changement climatique, c'est tout ce qui concerne, par exemple, l'Afrique, c'est l'eau et c'est l'agriculture. C'est les deux secteurs. Et je crois que le Maroc, en matière d'agriculture, après le plan Maroc vert 1, version 1, plan Maroc vert 2, donc il a développé une expertise assez développée à travers le pilier 1 et le pilier 2. Je crois que c'est des choses, et je crois qu'il y a un projet dans ce sens d'aller vers l'Afrique, je dirais, du ministère de l'Agriculture, pour pouvoir véhiculer l'expertise qui a été développée en matière de changement climatique, notamment à travers les souches et à travers les variétés qui ont été très adaptées et résistantes à la chaleur. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Merci Saadil. Merci Saadil. C'est juste un petit complément par rapport à une intervention d'une participante sur. Il a fait une petite confusion entre l'entité accréditée et le bénéficiaire. La dernière intervenante. Les entités accréditées, c'est Adil tout à l'heure. كانت واحد la vague في الأول ملي كان le fonds vert climat, donc tout le monde voulait faire de l'entité accréditée. Une entité accréditée, ce n'est pas une entité bénéficiaire. Alors, vous pouvez bénéficier en tant qu'organisme, en tant que secteur privé, en tant qu'institution publique ou privée. Vous êtes à ce moment-là un bénéficiaire. L'entité accréditée, il se charge le déboursement de l'argent. Et une des rôles principaux de l'entité accréditée, c'est aussi l'accompagnement. C'est pourquoi le choix de l'entité accréditée, c'est l'expertise dans le domaine اللي انت غادي تدير فيه. Par exemple, l'ADA, oui, l'ADA, c'est très bien. Donc, la plupart des projets qui sont financés à travers l'ADA, ce sont des projets agricoles. D'abord, Tijari Wafa Bank, c'est beaucoup plus ça tourne vers des projets du secteur privé, etc. La CDG, c'est les deux, c'est secteur public, secteur privé. Et donc, en fait, donc ça, ce sont des entités accréditées qui vont recevoir l'argent et qui vont donc distribuer cet argent, accompagner les organismes dans le déboursement de cet argent et dans la mise en œuvre de leurs projets. Ça n'a rien à voir avec le bénéficiaire. Donc, c'est juste la collègue, il a un petit peu fait la confusion. Et donc, nous arrivons au terme de cette séance, agréable séance avec Saadil Yousfi. On aura l'occasion de revoir M. Yousfi avec le groupe spécifique, l'économie et le juridique, à partir du mois de septembre. Il y a qu'à Saadil, mais on a une séance en septembre, d'abord présentielle. Exactement. Présentielle. Oui, je connais. Le terme, on est à 14h10. Il faut qu'on termine parce que beaucoup de collègues veulent partir. Donc, il faut qu'on termine les juges. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Comme un groupe WhatsApp qu'on a créé. Et normalement, le groupe. On l'a créé dans le sens où entre les séances, si vous avez des questions, parce que les présentations sont en septembre comme juste après, donc si vous avez d'autres questions, vous les posez et là on les soumet à nos experts et ils vont vous répondre.
Donc, vous allez nous excuser parce que normalement, on doit terminer à 13h. Donc, on est déjà à 14h05. Donc, il faut qu'on termine cette séance. Donc, je remercie en votre nom tous M. Adil Yousfi pour la clarté de ce cours. Et